Bonjour à tous, c'est l'heure d'Avis Tendance, l'émission qui vous rafraîchit les idées. De la mode, du design, de la gastronomie sont au programme de ce 26 minutes So Lifestyle. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir Elisabeth Garouste, designer de renom. Elle a révolutionné l'idée du meuble en s'entourant des plus grands artisans d'art. Elle expose aujourd'hui dans la galerie de son éditrice et de son amie de toujours, Agnès Kendish, de En attendant les barbares, à l'occasion des 30 ans de cette célèbre galerie. Ah, et justement, je crois qu'elle arrive. Oui? C'est Elisabeth Garouste. Oui, bonjour, vous montez? D'accord. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sandrine. Bienvenue à la maison. Enchantée. Je Merci. suis très contente de vous recevoir. Merci. Et oui, je suis vraiment très admirative de votre travail. Vous me donnez votre manteau? Oui, avec plaisir. Ça a été pour venir? Oui, un peu compliqué, je connais pas trop le quartier. Ah, voilà, bah oui, vous êtes exilé. Oui. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Un verre d'eau. Un verre d'eau? volontiers. Je vous laisse vous installer dans le Merci. salon, j'arrive tout de suite. Un verre d'eau. Vous avez un petit peu de temps? Oui, c'est joli ici. Parce que moi, j'ai plein de choses à vous demander, Elisabeth. Hein. D'accord. Je suis très curieuse. Hein. D'accord. Ouais, c'est chouette. C'est quand même pas tous les jours, hein. On a cette chance de vous avoir. Donc, je vous ai, je vous garde. Merci. Oups, pardon, je le pose là. C'est parti? Oui. Alors Elisabeth, on peut dire que vous avez révolutionné le microcosme du design des années 80. Vous avez une approche différente du meuble, au-delà de sa simple fonctionnalité. Vous vous êtes entouré des meilleurs. Expliquez-moi un petit peu votre démarche. C'est une démarche très personnelle. À l'époque où j'ai commencé, il y avait surtout des meubles d'architectes et il y avait très peu de fantaisie. Et c'est vraiment par l'intuition, le côté théâtral, puisque j'avais participé au tout départ à la boîte de nuit du Palace. Oui. Donc j'avais fait avec mon mari des décors en papier mâché, dans le privilège et tout ça. Et c'est parti de toute cette sorte de fantasmagorie, de choses comme ça. Alors le Palace, ça devait être complètement dingue dans les années 80. Oui, enfin j'étais assez réservée quand même, Oui. malgré tout. Et c'était assez délicat pour moi d'ailleurs d'aller passer toutes mes nuits au Palace. Vous n'étiez pas un oiseau de nuit? J'étais pas un oiseau de nuit et comme ça se terminait très tard, très souvent, avec mon mari, on allait se coucher à 10h du soir, on mettait le réveil à 2h ou 3h du C'est matin, vrai. on s'habillait en tenue de soirée pour terminer la soirée after. C'est ça. Alors, c'est difficile de parler de votre travail sans évoquer votre collaboration avec Mattia Bonetti. Elle a duré plus de 20 ans. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait justement avec la rencontre au Palace. Et puis, avec Mattia, moi, je travaillais dans la mode, mais j'avais un peu envie d'arrêter. Donc, à ce moment-là, on a décidé de continuer ensemble. Et vous êtes resté encore aujourd'hui très sensible à la mode? Les vêtements, c'est quelque chose d'important pour vous? Ah oui, je suis toujours... C'est vrai? Je suis pas addict. Ce que j'aime pas, c'est, par exemple, d'être de la tête aux pieds ciselée. Donc, j'aime bien les mélanges, les choses comme ça, j'aime bien mélanger, comme ce que je fais d'ailleurs dans la décoration. C'est pas tout en un. C'est pas l'uniforme, en fait. C'est pas l'uniforme, voilà, exactement. Alors, on va revenir aux années Palace. C'est là où vous avez également rencontré Agnès Kendish, Oui. qui est votre grande amie, Oui. éditrice. Oui. Vous exposez en ce moment chez elle. Comment est née cette belle amitié? Écoutez, on était tous un peu... C'était quand même une époque assez favorable et puis on ne se posait pas la question de savoir si on allait rentrer dans telle ou telle agence, dans tel ou tel domaine. On était relativement libre et on a fait... Alors je dis on parce qu'à ce moment-là, je travaillais avec Mattia. Oui. On a fait une collection avec elle qui a tout au début a été faite au Maroc. Pour pouvoir faire des bronzes, des choses comme ça. Et puis voilà, ça fait plus de 30 ans que ça continue. Et vous avez été amenée à voyager beaucoup, justement, pour toutes vos créations? Alors oui, et c'est ce que j'aime dans le voyage, c'est-à-dire de pouvoir travailler dans les lieux. Parce que je sur place. Sur place, D'accord. voilà. Alors on parlait d'Agnès Kendish, sa Oui. galerie fête ses 30 ans. Oui. Et vous y exposez actuellement une exposition qui s'appelle Éclectisme, c'est jusqu'au 18 mai 2013. Oui. Alors c'est une exposition sensible où l'art côtoie de manière assez évidente le design. C'était important pour vous d'être là pour les 30 ans de la galerie? Ah oui, bien sûr, Oui. parce qu'il y avait 30 ans de fidélité et c'était effectivement, oui. J'ai pas cessé de travailler avec elle depuis 30 ans. Alors Elisabeth, si vous deviez définir votre travail en quelques mots?
Écoutez, il est très éclectique. Bien sûr, on dit ce terme designer, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait approprié. Je dirais créatrice d'objets, de bijoux, de mobilier. En ce moment, je fais par exemple une fontaine, une piscine. Mais c'est un travail très éclectique. J'aime énormément travailler à des différentes matières, avec différents artisans, découvrir de quelle façon on traite les matières. Et puis aussi, parallèlement, j'exorcise un petit peu tout ce que j'ai à l'intérieur de moi et je fais énormément de dessins. Et alors, parallèlement à vos activités, vous êtes pleinement engagée dans une association qui s'appelle La Source avec votre époux. C'est Nathalie Baye, la marraine. Et alors, vous aidez les enfants défavorisés via l'art ? Absolument, c'est-à-dire que, là, ça se situe jusqu'à présent plutôt à la campagne, parce que je partage ma vie entre Paris et mon mari qui a des ateliers à la campagne. Quelle chance, qui est peintre, votre mari. Hein. Voilà, absolument, peintre, sculpteur. Et on s'est aperçu vraiment de la pauvreté, mais misérable, de tout ce qu'il y avait au fin fond de la campagne. On parle beaucoup des banlieues, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'associations, de choses comme ça. Et là, il y a une pauvreté terrible. Et donc, on a créé comme ça des ateliers avec beaucoup d'artistes. Alors, on parlait de voyage tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre dans la jolie ville de Metz ? Écoutez, j'ai déjà visité Metz, mais je ne suis pas retournée depuis qu'il y a eu le centre Georges Pompidou. Donc j'imagine que c'est encore plus beau et encore plus Oui, c'est très beau, très intéressant. Et vous allez voir qu'à Metz, il se passe beaucoup de choses côté lifestyle. Elle a été ballottée, occupée, puis recréée, rebâtie. Aujourd'hui, Metz est devenue glamour et moderne sans perdre son naturel et son identité, à l'image de son célèbre centre Pompidou. Dans le vieux Metz, nous ne pouvons passer à côté de la rue Taizon. Attardons-nous quelques instants dans la boutique d'Isabelle, une créatrice et dénicheuse de talent. C'est un concept multi-créateur et c'est essentiellement des séries limitées, voire des pièces uniques. Pour les gens qui cherchent des choses qui sortent des sentiers battus, ils viennent, voilà. 3 adjectifs pour définir la boutique et aussi la sélection. Je dirais déjà intemporel. J'aime pas le produit Kleenex, on va dire. C'est vraiment un choix. La qualité aussi, la qualité du tissu, la qualité des matières. Et puis aussi avoir des pièces qu'on ne trouve pas ailleurs, voilà, qui ont une identité. Même rue, vitrine d'en face, un restaurant-bistrot qui, à l'heure du déjeuner, fait salle comble. Ici, habitués, touristes et professionnels de passage viennent apprécier une cuisine de qualité. C'est même plus qu'une façon de cuisiner, c'est une façon de travailler en général, où on travaille des produits frais, livrés tous les matins, cuisinés tous les matins, de façon à satisfaire une clientèle qui vient tous les jours pour manger des produits différents. La déco du restaurant était assez hétéroclite. C'est un lieu qui n'est pas très grand, avec 3 salles qui ont 3 ambiances différentes, une cuisine ouverte. Je fais à manger devant eux, il y a de l'échange, il y a du partage, et il n'y a pas de faux semblants. Donc l'ambiance qu'on recherche dans ce restaurant, c'est la convivialité. C'est le maître mot chez nous. On veut développer l'esprit bistrot, c'est un restaurant de copains. Regagnons ensuite la place de Chambre, en contrebas de la cathédrale. Ici, Philippe Chapon a créé une boutique qui lui ressemble. J'ai voulu vraiment reprendre les éléments forts des cabinets de curiosité, comme vous avez pu voir sur certaines images. Donc d'oiseaux naturalisés, des planches à papillons, des crânes, tout ce genre d'éléments. Et y rajouter de l'industriel. J'adore également le style 1950. Comme vous avez pu voir avec ces chaises en Sky, ces rééditions, par définition, je suis une certaine tendance. Comme je ne suis pas une chaîne de magasins, je n'achète que des pièces quasi à l'unité. Donc j'aime cette notion d'avoir un peu des pièces, entre guillemets, un peu uniques. Toujours dans le centre historique de la ville, nous faisons une découverte. Un hébergement atypique, véritable compromis entre la chambre d'hôte, l'hôtel et la location meublée. C'est un immeuble où à chaque étage, il y a un appartement. Et donc il y a un escalier et ça donne une sorte d'image de phare, une chose comme ça. Le concept, c'est que chacun puisse être totalement autonome. Toutes les chambres sont de même taille, elles font 30 mètres carrés. Elles sont toutes équipées d'un grand lit, d'une salle de bain et d'une cuisine totalement équipée. On voulait que ce soit design, blanc et propre, c'est ça c'est important.
et convivial, ouais. Juste au centre, les gens puissent se balader en ville, ils posent leurs valises et après ils puissent visiter notre belle ville. Metz est vivante, elle n'a pas peur de faire bouger son patrimoine avec le design. Par exemple, son audacieux centre Pompidou. C'est le lieu d'exposition nationale le plus fréquenté grâce à ses 1,7 million de visiteurs en 3 ans. Véritable fierté des Messins, c'est aussi le coup de cœur de notre sujet. Le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes. C'est aussi un lieu de vie rythmé par des événements tout au long de l'année. Nous présentons des expositions internationales qui se renouvellent sans cesse. 4 à 6 expositions par an. Pourquoi le Centre Pompidou à Metz? L'idée était de créer un nouveau lieu culturel d'envergure au cœur d'une eurorégion et aussi de développer un nouveau lieu dédié à l'art moderne et contemporain au cœur d'une ville, Metz, qui a un patrimoine d'une richesse inouïe. Le Centre Pompidou-Metz en 3 adjectifs. Merveilleux, parce qu'ici, nos visiteurs s'émerveillent. Innovant, parce que ce que nos visiteurs découvrent ici, ils ne l'auront jamais vu ailleurs. Et c'est un lieu généreux, parce que nos visiteurs sont au cœur de notre projet. La conclusion de cette balade, c'est la photographe Anne Delrez qui nous la donne, avec quelques instantanés des projets de sa ville. C'est mon travail de photographe qui m'a amené à apprécier toutes sortes de photographies, notamment la photographie de famille. Et pourquoi à Metz? Dans cette ville, il y avait une énergie, une volonté de faire dans les arts plastiques assez prégnant. Quasiment tous les Messins ont au moins été voir une expo à Pompidou, et ça c'est génial. D'abord c'est un moteur pour faire, mais ça veut dire aussi qu'il y a une initiation du public qui suit les propositions. Ici, quand on fait une exposition, elle est vue. Alors venez vous encanailler à Metz. Forgée par 3000 ans d'histoire, cette ville au carrefour de l'Europe conjugue parfaitement création, passion pour l'art, attachement aux valeurs du passé et innovation. Je suis sûre que ça vous a donné envie de retourner à Metz. Absolument, ça je vais le faire très prochainement, oui. Alors, vous nous avez confié tout à l'heure adorer votre ville, Paris, mais est-ce qu'il y a une autre ville qui vous touche? Oh, il y a beaucoup de villes qui me touchent, il y a une ville que j'aime beaucoup, dans laquelle je retourne et que j'ai connue grâce à mes parents depuis l'enfance, c'est Venise. Bien sûr, pour... Le côté romantique de la ville? Le côté romantique, et puis même, il y a quand même la Biennale qui est formidable, et puis à la fois l'art, et puis tout près les plages. C'est vrai que c'est un vrai condensé, voilà, en fait. C'est un vrai condensé, on peut se perdre sans voir beaucoup de monde dans les petites rues. Voilà, j'aime beaucoup. Et est-ce qu'il y a une ville ou un pays que vous ne connaissez pas encore et où vous rêveriez d'aller? Je ne connais pas du tout l'Amérique du Sud. Oui, j'aimerais beaucoup aller au Brésil, mais là, je ne peux pas vraiment en parler, c'est un rêve que je ne connais pas. Voilà. Et vous pourriez y rester pour travailler, justement, vous inspirer? Absolument, tout l'art baroque, les couleurs, voilà, ça, j'aimerais bien. Vous avez étudié à l'école de Camondo, et c'est l'école dans laquelle a également étudié Philippe Starck. Oui, absolument. C'est un de vos amis? Ah, c'est un grand ami. On a passé des soirées folles ensemble. À l'époque, oui, où il faisait la main bleue, la main jaune, etc. Oui. Et il avait décoré à Montreuil un lieu complètement imaginable, enfin, qui était vraiment très, très, très drôle. Et puis, on est partis en vacances ensemble. Oui, c'est un grand ami. Alors, Elisabeth, vous êtes designer, votre mari est peintre. On s'imagine donc forcément que vous vous intéressez à la déco. Comment c'est chez vous? C'est aussi tout un mélange, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de toiles de mon mari, il y a pas mal de mobilier plus ou moins réussis, qui sont les premiers mobiliers que je récupère. Et il y a surtout beaucoup de tissus, parce que je suis un petit peu une fan de tissus, donc je ne peux pas m'empêcher d'en acheter. Partout? Vous en achetez partout? J'en achète partout, voilà, j'ai un grand coup de cœur. Et puis, c'est un peu bric-à-brac, des choses que j'ai trouvées dans les brocantes du coin, enfin voilà. Alors, on a un sujet dans cette émission, le sujet mode d'emploi, où on propose aux téléspectateurs des trucs et des astuces pour, là, cette fois-ci, décorer leur salon sans trop de moyens et avec beaucoup d'huile de coude. Regardez. Comment transformer une salle de classe traditionnelle en salon cosy, pastel et douillet? Installez-vous, on vous explique les astuces qui métamorphosent une ambiance.
Dans l'école de décoration Opus Rouge, forcément, tout est rouge. Les chaises, les fauteuils, les tables d'étudiants, même les porte-manteaux. Notre défi consiste à réaménager une salle de cours en enlevant quasiment toute trace de rouge. On va essayer de faire quelque chose de tendre, de cosy, de pastel et de reposant. La décoratrice a donc glané des objets qui donneront le ton de cette salle traditionnelle. Un tableau incrusté de LED, des plaids, quelques tapis. On a choisi des couleurs un petit peu neutres, du velours, des motifs très doux et quelques touches de couleurs qui seront apportées par ces magnifiques coussins. Alors je vais commencer par dégager l'espace, enlever les chaises, les tables, afin d'avoir l'espace complètement nu. L'espace est enfin vide, il faut maintenant le reconstruire et masquer de voile les éléments qui gênent encore. Je vais l'accrocher ici et là. L'intérêt de mettre un rideau léger comme celui-ci et un peu brillant, c'est qu'il permettra de renvoyer la lumière. Et un autre voile cache les porte-manteaux. Nous allons poser les tapis au sol, ce qui va tout de suite donner un aspect confortable à la pièce. Je vais peut-être les décaler un peu pour avoir un effet un peu plus graphique. Corinne a prévu 3 tapis, le dernier est dans une autre couleur. Parce que nous allons créer 2 espaces qui ont une tonalité quelque peu différente également, suivant que l'on souhaite être plus ou moins allongé, affalé ou un peu plus assis avec un peu plus de retenue. Nous allons poser les fauteuils dans le fond de la pièce. Ces colonnes séparent la pièce entre un coin détente et un espace dînatoire avec quelques chaises. Les objets structurent l'espace et on voit aussi si le sens de circulation est fluide. Il s'agit de ne pas se cogner dans un objet en ouvrant la porte. 4e étape, il s'agit de finaliser l'ambiance en mettant ici et là les différents tissus qui vont vraiment donner le caractère à la pièce. Et comme c'est une table de récup, je vais l'habiller avec un tissu contemporain qui s'intègre bien avec la tonalité du tapis. Ajouter des plaids et des coussins pour quelques taches de couleur dans cet univers pastel. En complément des tissus, on va ajouter de la lumière, à la fois des lampes sur pied et puis un miroir. L'important, c'est de mettre des points lumineux dans l'espace qui structurent la pièce et qui améliorent le rendu des matériaux. Dernière étape, les accessoires de décoration, uniquement sur le thème du vert pour cette fois. Et je vais les positionner sur le rebord de la fenêtre. Des bonbons acidulés dans des coupes de verre et le tour est joué. La salle de classe se transforme en cour de récré. Voilà, on a terminé notre aménagement d'espace. On a essayé de mettre en place différents coins avec un espace cosy ici, un espace un peu plus tonique dans ce coin-là. Nous n'avons pas eu à utiliser énormément de matériaux, beaucoup de textiles qui donnent l'ambiance, la douceur. Et quelques astuces, de l'imagination, peu de bricolage, et ça nous permet de transformer une salle de cours en un salon d'ambiance. Alors, en un clin d'œil, changez tout.
Elisabeth Garouste, on rappelle que vous êtes exposée à la galerie En attendant les barbares jusqu'au 18 mai 2013 pour célébrer les 30 ans d'amitié qui vous unissent avec la galeriste Agnès Kentisch. On n'oublie pas non plus votre association La Source qui aide les enfants défavorisés via l'art. Et puis une autre actualité, je crois. Oui, une exposition en même temps à la galerie à Vincennes. Oui. Ça s'appelle Univers onirique. D'accord. Et voilà, une toute nouvelle collection. Et c'est jusqu'à quand cette... Je pense que ça dure un mois à peu près. Regardez, il y a Oscar qui arrive. Bonjour Oscar. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oscar nous parle de la tendance. Bonjour. Tu vas bien? Je suis content de revenir à la maison. Ben oui, alors on parle de quoi? On va parler de la personnalisation aujourd'hui, on va parler de la tendance unique. Ah, d'accord. Bonne nouvelle. Alors Oscar, nous sommes toutes oui. Alors, puisque vous êtes foutus, ça tombe bien. On va parler de la tendance unique, on va se différencier. Mais avant tout, on va aller à la rencontre des gens dans la rue, voir ce qu'ils pensent de cette tendance. Allez, c'est parti. Si je vous dis la tendance unique. La tendance unique, la tendance que chaque personne se fait de la mode. C'est ce dont on rêve, hein. C'est d'être unique, d'avoir le vêtement que personne n'a et qui va faire de vous quelqu'un d'irremplaçable. Tendance unique, je suis seul, quoi, unique. Je suis unique, moi, je m'habille unique, quoi. Il faut avoir beaucoup de courage pour ça, pour faire quelque chose de vraiment unique. Je pense que l'intérêt d'être unique, c'est d'être à l'opposé de la tendance et se démarquer de la tendance. Ce sont des tendances que je ne connais pas, peut-être que je les applique sans le savoir, peut-être que je le fais comme M. Jourdain faisait de la prose. Est-ce que vous vous considérez unique? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, non. Vous êtes une parmi tant d'autres. Voilà, exactement. Oui, mais quand même, intérieurement, on essaye de ne pas trop suivre. Ah, de ne pas suivre toutes les modes, ça oui, d'accord. C'est pas... Vu notre âge. On fait ce que... Moi, je voudrais bien faire jeune, voyez-vous, mais maintenant, ce sera ridicule. Vous faites un peu de jeune quand même, vous êtes bien. Est-ce que vous essayez de vous démarquer? Ouais, un peu, mais avant, oui, maintenant, non. Ah, il y a eu un changement dans votre vie. Période rebelle et maintenant... maintenant... Être différent, c'est toujours intéressant. Moi, je fais de la peinture, par exemple. On cherche toujours à se démarquer par rapport aux autres. Actuellement, dans les galeries, on ne voit pas beaucoup de trompe-l'œil. Donc, je me suis spécialisé un petit peu là-dessus. Là, vous avez réussi à faire un trompe-l'œil, on voit un grand bâtiment, c'est bien fait. Hein. Ouais, c'est très très impressionnant. Absolument. Enfin, mes trompe-l'œil sont quand même beaucoup plus réduits que celui-là. J'adore nos micro-trottoirs. Ils sont très drôles. Bon, très drôle. Cette dame a tout compris. On a tous envie d'avoir quelque chose d'unique, un vêtement, pour finalement être unique. Voilà. Vous avez remarqué, je me suis fait très élégant. Moi, je te trouve magnifique. Merci. Vraiment, avec ce petit nœud papillon. Donc effectivement, aujourd'hui, en fait, on parle... il y a une tendance forte qui est la tendance au sur-mesure, à la personnalisation. Bon, alors bien sûr, le sur-mesure reste dans la tête des gens assez cher. Enfin, ils ont cette idée-là. Mais aujourd'hui, en fait, on parle de semi-mesure. Et c'est vraiment une tendance qui est partout, qu'on va retrouver dans la mode, dans la déco. On va pouvoir personnaliser une chaise, on va pouvoir personnaliser un parfum, son écharpe, ses chaussures. Bref, c'est partout. Et je vous ai amené quelques produits et puis je vais vous faire une petite démonstration de comment ça se passe. Ah. Et notamment, en fait, ça s'est beaucoup démocratisé avec Internet. Aujourd'hui, sur Internet, on peut tout personnaliser. Donc, c'est le cas, par exemple, de ces chaussures que je vous ai ramenées. Donc, je prends, je vous montre. Vous voyez? Donc, cette chaussure, vous choisissez, en fait, sur Internet, votre modèle. Oui. Donc, vous choisissez, une fois que vous avez choisi votre modèle, vous pouvez choisir la matière. Donc, si vous voulez brillant, en cuir, en vachette, en daim, etc. Vous pouvez ensuite choisir, en fait, la forme de votre talon, la couleur du talon. Vous pouvez choisir la couleur de la semelle, jusqu'à personnaliser, vous voyez, la languette autour, la semelle. Donc, bref, grâce à Internet, aujourd'hui, vous pouvez tout personnaliser. C'est le cas également dans la déco. Donc, vous voyez cette chaise que je vous ai ramenée. Donc, je vous ai pris une chaise un petit peu bleu dynamique, bleu sympathique. Et ben c'est pareil, sur Internet, en fait, vous avez un nuancier composé de centaines et de centaines de couleurs. Donc, vous pouvez choisir donc la couleur qui va avec votre intérieur. Si on a envie de faire le dos en rouge, c'est génial. Vous pouvez. Je vous ai ramené un modèle de chemise. Donc, vous pouvez personnaliser à la fois le col. Donc, vous avez un choix. Vous pouvez acheter les cols séparés. Donc, vous pouvez en fait changer de tenue au fil de la journée. Vous pouvez personnaliser également les poignets. Et en fait, c'est assez pratique de changer de col parce que vous pouvez changer de style. Et puis, pour nous, les hommes, en cas de baiser infidèle, c'est assez pratique. Au niveau des parfums, c'est la même chose. Aujourd'hui,
Donc c'est le cas par exemple donc d'une créatrice, Stéphanie De Buirne, qui permet en fait de choisir parmi un parfum qu'elle a déjà fait, mais également de rajouter dans ce parfum les essences qu'on a, en fait les odeurs qu'on a qu'on a envie. Et vous, Elisabeth, vous en pensez quoi de cette tendance? Alors je suis à 100% pour. Je trouve ça formidable que les gens puissent s'exprimer. Je déteste l'uniformité et la création de chacun. Je trouve ça vraiment génial. Merci beaucoup, Oscar. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude. Avec une nouvelle tendance. Avec une nouvelle tendance. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Allez, c'est l'heure de mon agenda art de vivre pour être sûr de ne rien louper de la tendance de la semaine. Tout, on vous dit tout sur l'actu art de vivre de la semaine, c'est maintenant. Caleçons, culottes et compagnie. Voilà un ouvrage original, un livre finalement très sérieux qui retrace à travers les siècles l'histoire passionnante des sous-vêtements. Un bouquin culotté aux éditions de La Martinière. Pour les Messins, on passe à l'incontournable Centre Pompidou de Metz pour découvrir l'œuvre géniale de l'artiste conceptuel Sol Lewitt. Des dessins muraux exposés sur plus de 1200 mètres carrés. Cette rétrospective de la carrière de l'artiste est la plus importante jamais présentée en Europe. On a la chance de la découvrir jusqu'au 29 juillet. Si vous passez par Lyon, courez au salon Déco et Maison à l'Embarcadère. Éco-conception, récup, savoir-faire artisanal ou encore qualité made in France, ce sont les grandes tendances 2013 en matière d'aménagement d'intérieur et d'extérieur. Alors, en avant les idées. Le coup de cœur de la semaine est un peu chauvin, le salon Made in France, salon de haute façon. Cet événement d'envergure met à l'honneur le savoir-faire artisanal et français en matière de mode. À l'occasion de ces 10 ans, voici 3 événements grand public, une expo place du Palais Royal, des démos en live des savoir-faire dans le carrousel du Louvre et pour finir un livre d'exception, laissant un mot du savoir-faire. Tout ça se déroule les 10 et 11 avril à Paris, donc on réserve ses places et on y court. Avis de tendance est déjà terminé. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site stylia.fr pour retrouver toutes les informations. On se retrouve la semaine prochaine, un nouvel invité de l'art de vivre. En attendant, je vous embrasse. Bye bye.